Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'un des économistes marocains dont l'avis est écouté, suivi et relayé fortement dans la presse. Il a occupé le poste de ministre du Commerce extérieur il y a quelques années et il fait valoir sa casquette de membre du parti de l'Istiqlal pour prendre position contre questions économiques qui posent problème. Sur les accords de libre-échange, la privatisation et les pressions exercées, dit-il, par l'Union européenne sur le Maroc, en matière de réforme fiscale, pour ne citer que ces sujets, il s'active à se faire entendre. Ce soir, nous l'avons invité pour l'entendre, Abdeltif Mazouz. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naparté. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, alors les accords de libre-échange sont au cœur d'un débat houleux. Le constat est amer. Notre balance commerciale est déficitaire avec presque tous nos partenaires. C'est la faute à qui ? Permettez-moi d'abord de rapidement faire une petite précision. Quand j'exprime une opinion aujourd'hui, je l'exprime en tant que président d'un think tank qui s'appelle l'Alliance des économistes istiqlaliens. Et donc, ça n'est pas que mon avis personnel, c'est l'avis de tous les économistes qui sont dans ce think tank. Un travail d'équipe et donc dont je suis souvent le porte-parole. Maintenant, pour revenir aux accords de libre-échange. La question, c'est la faute à qui ? Écoutez, la balance est déficitaire avec tous nos partenaires. Oui, la faute à qui ? Est-ce qu'il s'agit de faute ? Beaucoup d'observateurs disent que ce sont des accords qui ont été mal pensés. Honnêtement, mal pensés, il faut placer ces accords dans leur contexte. Le contexte, c'est une période où le processus multilatéral, un peu d'ouverture commerciale au niveau mondial dans le cadre de l'OMC, était en panne. Et donc, on a commencé à enregistrer l'organisation d'un ensemble de groupes régionaux pour développer le commerce et développer les échanges parce que l'échelle nationale est devenue trop petite pour le développement et la croissance économique. Donc, on a vu le développement de groupements au niveau de l'Amérique, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie et même au niveau de l'Afrique. Et donc, le Maroc a tenté des initiatives, bien sûr. On est membre aussi avec la Ligue arabe et on a constitué un accord de libre-échange dans la zone appelée la zone d'Agadir, qui regroupe 4 pays, l'Égypte, le Maroc, la Jordanie et la Tunisie. Donc, c'est quoi l'objectif dans tout ça ? L'objectif, c'est d'arriver à jouer sur des marchés plus grands, avoir des échelles de commercialisation et donc de production plus intéressantes et réaliser des économies et donc des taux de croissance. Et ces accords de libre-échange dans lesquels le Maroc est entré, notamment depuis le début de ce siècle, c'est pour d'abord positionner le Maroc dans des échelles de production mondiale. C'est également pour permettre au Maroc de s'arrimer à des économies modernes qui avancent et qui lui permet donc d'améliorer son process de production et c'est d'intégrer des secteurs nouveaux. Le résultat, à ce niveau-là, je dirais, est là. On est aujourd'hui sur des secteurs qui n'ont jamais été des secteurs productifs du Maroc. On cite beaucoup l'automobile, l'aéronautique, l'offshoring, etc. Et n'oubliez pas, très souvent on ne le souligne pas suffisamment, c'est que les accords de libre-échange ont permis, dans plusieurs cas, d'améliorer le niveau de vie du Marocain. Parce que les prix, qui dit accord de libre-échange, dit moins de droits de douane et donc plus de compétition et donc des prix qui arrivent au Maroc à des prix, des produits qui arrivent au Maroc à des prix assez bas et qui ont poussé très souvent aussi les entreprises marocaines à faire des efforts pour améliorer leurs conditions de production et par conséquent à réduire le prix. Alors ces échanges, je vais y arriver, commerciaux sont déficitaires avec tout le monde. Alors moi je donne le cas et l'exemple de la Tunisie et l'Égypte, ces deux pays arabes ont presque, en fait ils sont peut-être dans le même niveau que nous. La Tunisie, son économie n'est pas à la hauteur de la nôtre et pourtant notre balance commerciale est déficitaire avec la Tunisie, avec l'Égypte. En fait la question est, peut-on dire que nous signons des accords sans savoir où cela va nous mener ? Honnêtement, je dirais que ceux qui ont signé ces accords, c'est des patriotes comme tout le monde. Ils les ont signés avec une perspective de développement du pays et de son économie. Maintenant, dans la mise en œuvre de ces accords, il y a un ensemble de choses qui devaient se réaliser rapidement parce que la mise en œuvre, le démantèlement des tarifs douaniers s'est fait sur 10 ans et donc
on avait, je dirais, une période pour mettre à niveau notre économie, améliorer la compétitivité de notre économie. Ça ne s'est pas toujours fait rapidement. Ceci dit, je tiens à souligner que le Maroc, dans tous ses accords, est un pays qui respecte à la lettre ses accords. Que ça soit dans la transparence des informations, que ça soit dans le respect des règles d'origine. C'est pas le cas de ses partenaires? C'est pas nécessairement le cas de tous les partenaires. Donc, c'est pour ça que si faute il y a, elle est d'abord à ce niveau-là. Donc, le fait que certains partenaires ne respectent pas tout à fait les règles du jeu. Et deuxièmement, le fait que des fois, on n'a pas suffisamment tapé sur la table pour rappeler à l'ordre nos partenaires. Ce que ces partenaires n'hésitent pas à faire dès que nous, on applique je dirais, les règles du contrat. Par exemple, dès qu'on met en place des mesures de défense commerciale pour protéger une industrie naissante ou nous couvrir, nous prémunir contre des subventions accordées par certains États à leurs producteurs, on voit qu'il y a une ruée de plaintes et de réactions de ces pays, aussi bien vis-à-vis du Maroc, et donc directement par leurs chancelleries respectives, ou même au niveau des instances. Pourquoi le Maroc n'agirait pas de la même façon? Je pense que vous donnez on donne le cas de la Turquie, la Tunisie aussi. Et pourquoi le Maroc a besoin d'être cet élève assidu et studieux? Quelque part dans les affaires, il faut être malin. Voilà. Non, c'est-à-dire que le Maroc je dirais, ça fait partie de notre ADN. Nous sommes des respectueux de nos engagements internationaux. Maintenant, dites-moi... Pas au détriment de nos intérêts. Voilà. Donc, dites-moi justement jusqu'à quel seuil il faut respecter ça. Moi, je dirais que le seuil, c'est le seuil de la réciprocité. Dès lors qu'un pays ne respecte pas une règle dans l'accord, il faut que je fasse de même et que j'arrête. Donc, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent de manière systématique, c'est de rappeler nos partenaires à l'ordre et de leur dire, basta, vous n'avez pas respecté telle règle, on arrête. Voilà, c'est ce qui a été fait avec la Turquie. Et la Turquie a accepté que l'accord de libre-échange signé avec Ankara soit revu ou corrigé quelque part. Pour vous, l'économiste que vous êtes, que doit-on rééquilibrer dans cet accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Contrairement à d'autres accords, et notamment avec l'Union européenne, l'accord avec la Turquie est un accord déficitaire sur tous les plans. Parce que lorsque vous examinez l'accord avec l'Union européenne, on est déficitaire sur la balance commerciale stricto sensu, c'est-à-dire l'échange de marchandises. Mais lorsque vous élargissez un petit peu la balance commerciale aux services, puis vous introduisez dans les services, il y a l'offshoring, il y a le tourisme, il y a le transport, etc. Lorsque vous introduisez les IDE, les investissements directs étrangers... La balance s'équilibre? Elle commence à s'équilibrer. Et lorsque vous introduisez en plus les transferts des MRE, vous arrivez à un véritable excédent au niveau des relations, des flux avec l'Union européenne. Donc, même si certains disent que nous avons besoin que l'équilibre se fasse au niveau des échanges commerciaux. Oui, mais dans un échange avec un partenaire, il n'y a pas que les biens. Et on ne peut pas décréter l'équilibre. L'équilibre se construit. Aujourd'hui, on est en train d'améliorer cette situation grâce à des investissements européens au Maroc. Donc la présence d'investisseurs européens au Maroc dans des secteurs nouveaux permet justement de réduire ce déficit qui était au niveau de la balance commerciale. Alors aujourd'hui, que doit faire la Turquie pour que le Maroc ne déchire pas l'accord, comme dirait le ministre de tutelle? Par rapport à la Turquie, le fait de s'asseoir à table est très important. Parce que souvent, nos amis turcs ont évité cette confrontation. Deuxièmement, une fois qu'on s'est mis à table, il y a des postes connus dans la balance commerciale qui font mal non seulement à la balance commerciale, mais qui font mal à nos entreprises, qui font mal surtout à l'emploi, qui détruisent des emplois. Détruisent des emplois, pourquoi? Pas seulement parce que l'entreprise turque est meilleure que l'entreprise marocaine, non. Parce qu'il y a beaucoup de subventions
accordé par l'État turc à l'entreprise turque et qui arrive ici avec des conditions de marge suffisamment confortables Même s'ils sont perdants, ils restent sur le marché. Mais des fois, c'est une perte apparente. Hein, c'est pas l'entreprise qui est perdante. Peut-être l'État turc est perdant, mais pas l'entreprise turque. Parce qu'elle est supportée à travers des subventions. Je parle des chiffres d'affaires réalisés après l'État turc. Le bénéfice du billet, je vois à quoi vous faites allusion. Vous faites allusion aux entreprises, aux enseignes turques qui sont installées au Maroc. Ils réalisent dans leurs résultats déclarés au Maroc des pertes. Et ces pertes sont épongées donc, par des augmentations de capital qui viennent de l'État turc. Donc, si je m'assois et que je vise donc tous ces secteurs, et que je dirais ça, c'est à très court terme. Il ne faut pas reporter ça. On va réfléchir, etc. Autant, on peut discuter sur les investissements sur du moyen terme, parce que nos amis turcs, au départ, ils ont promis de venir investir au Maroc pour compléter nos chaînes de valeur dans le secteur textile en particulier. Ça prend du temps. Maintenant, le déficit est aujourd'hui présent. Il faut discuter tout de suite sur la liste de ces produits, donc ce qu'on appelle la liste négative. Même sur une période déterminée, en attendant de voir comment ça va évoluer. Je prends des produits textiles, alimentaires, dans le domaine de la sidérurgie, etc., et dire, pour ces produits-là, on n'applique pas l'accord de libre-échange, ou on l'applique partiellement, de manière à réduire donc l'effet parce que qu'est-ce que ça veut dire? J'applique les droits de douane sur ces produits, et ça va augmenter le prix sur le marché national, et ça rendrait à ce moment-là le produit marocain fabriqué au Maroc plus compétitif sur le marché marocain. Et quid des États-Unis et de l'Union européenne, c'est deux mastodontes en fait de l'économie mondiale. Nous avons des accords de libre-échange avec ces deux entités. A-t-on les moyens de rééquilibrer la balance commerciale avec eux? Moi, je pense que c'est un processus plus lent. Hein, donc, pour le cas de l'Union européenne ou des États-Unis, pour le cas de l'Union européenne en particulier, parce que c'est là où on fait le plus en termes d'échanges commerciaux, il y a déjà le respect d'une règle fondamentale dans les échanges. C'est ce qu'on appelle la règle d'origine. Cette règle d'origine nécessite que le produit importé sans pays de droit de douane venant de l'Europe soit originaire de l'Europe, respecte donc l'origine européenne. Cette règle n'est pas toujours respectée par certains pays, donc il faut plus de rigueur par rapport à ça. Deuxièmement, je parle de terme importation, maintenant terme exportation. Parce qu'un équilibre, c'est à la fois import et export. Lorsque j'exporte des produits marocains vers l'Union européenne, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire des normes qui sont mises en place par l'Union européenne sur un ensemble de produits, sont des normes draconiennes que souvent l'entreprise marocaine a du mal à respecter. Donc c'est des normes. Par exemple, la tomate, elle doit avoir tel ou tel volume, telle ou telle forme. Par exemple, le médicament, il doit respecter telle dose de machin, etc. Il faut écrire ça de certaines manières, etc. Donc un ensemble de choses. Il y a aussi des agissements, comme on a vu il y a quelques jours maintenant en Espagne, des marchandises marocaines qui ont été saccagées. Et ça aussi, ce sont des méthodes pour pouvoir en fait endiguer et faire en sorte un petit peu que Encore une fois, on revient au fait que nous sommes un pays qui respecte ces engagements, qui respectent... Parce qu'on n'a jamais vu une marchandise espagnole entrer sur le sol marocain, saccagée ou arrêtée par des Marocains. Voilà. Moi, je ne veux pas qu'on réfléchisse dans ce sens-là. Je veux qu'on réfléchisse dans le cadre de la règle du droit, dans le cadre de ce qui a été signé entre le Maroc et ses partenaires, et appliquer de temps en temps ce que nous donne l'accord lui-même. Qu'est-ce que nous donne l'accord lui-même? Il nous donne le droit d'appliquer des mesures de défense commerciale. Lorsque je vois qu'il y a une industrie qui est fortement menacée par les importations européennes ou autres, j'ai le droit pendant une période, de protéger cette industrie. Donc ça existe. Deuxièmement, on a des réunions périodiques avec nos partenaires. Donc, tous les 2 ans pour certains, tous les ans pour d'autres, etc. Il faut profiter de ces réunions-là pour évoquer tout ce qui ne marche pas et envisager des solutions faisables et les suivre pour améliorer ce solde. Lorsque on se réunit et qu'on discute, par exemple, d'améliorer à travers les investissements, il faut cibler quels sont ces investissements. Il faut savoir qui va les réaliser. Il faut se donner des échéances pour réaliser ces investissements. Ça a été fait très souvent avec l'Union européenne. Ça n'a pas été fait avec
d'autres partenaires. Voilà, pourquoi, en fait, il y a une question concernant ces accords avec les États-Unis et l'Union européenne. Pourquoi on est allé chercher, en fait, à faire des affaires avec ces mastodontes, ces puissances économiques, c'est David contre Goliath? C'est-à-dire que, en fait, mais c'est une question qui est posée. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs disent que nous avions peut-être tort d'aller faire des affaires avec ces entités puissantes parce qu'on ne fait pas le poids. On a réellement été très ambitieux. Et c'est tant mieux parce que pour un ensemble... Trop ambitieux? Ou très ambitieux? Parce que très ambitieux, c'est très positif. Peut-être un peu trop parfois, mais honnêtement, l'ambition est une très bonne chose pour avancer. Donc c'est ce qui a permis à beaucoup de secteurs de s'améliorer dans notre économie. Maintenant, moi je regarde aussi l'autre partie du verre. C'est-à-dire lorsque j'ai signé des accords de libre-échange, Maroc, je parle du Maroc, pas moi, j'ai ouvert à mes entreprises un gros marché qui s'appelle le marché européen, le marché américain, le marché arabe, le marché méditerranéen. Ça fait quelque chose comme 1,2 milliard de consommateurs. Alors, maintenant, il faut travailler sur la manière de pénétrer ces marchés. Sur nos entreprises, sur notre marketing, mais aussi sur leurs normes, sur les obstacles que ces pays peuvent dresser devant nos entreprises pour entrer. Et je me rappelle qu'avec les Américains, on a bavé pour faire entrer des produits agricoles en termes de normes sanitaires, etc. Ça, c'est une bataille de longue haleine, mais il faut la conduire. Cela ramène en fait sur la table du débat, en fait, l'offre marocaine est-elle à la hauteur pour pouvoir aller chercher des marchés comme celui américain ou en Europe? Est-ce que nous avons une marchandise industrialisée à leur vendre? Honnêtement, qui serait compétitive? Pas toujours, hein, pas toujours. Donc c'est pour ça que souvent on va chercher des investisseurs étrangers pour justement renforcer l'offre marocaine. Donc dans tous les secteurs, hein, donc sans exception. C'est pour ça aussi qu'on a des stratégies sectorielles dont le principal objectif est de développer l'offre. Donc, que vous preniez le plan d'accélération industrielle émergence avant, ou que vous preniez Maroc Vert, ou que vous preniez Aliotis, ou que vous preniez d'autres plans, y compris dans le domaine du tourisme, lorsqu'on a fait le Maroc 2010 puis 2020, la principale préoccupation était de développer l'offre. Parce que d'abord, il faut avoir des choses à vendre avant de chercher à les vendre. Est-ce que ces plans ont-ils fait mouche par rapport à cette ambition souhaitée et visée et ciblée? Je vais vous dire la preuve qu'ils ont fait mouche, enfin qu'ils ont commencé à faire mouche. C'est les premières réactions de certains partenaires, notamment en Europe, par rapport à tout ce qui est implantation d'entreprises industrielles, par rapport à l'exportation justement de produits marocains industrialisés, même si les capitaux sont européens, mais en tout cas ça s'est fait au Maroc, la valeur ajoutée se fait au Maroc. Donc c'est des produits qui sont exportés vers le marché européen, qui ont permis aujourd'hui de rééquilibrer un tant soit peu donc, nos échanges commerciaux avec l'Europe. Alors, l'Union européenne n'a toujours pas sorti le Maroc de la zone grise, en fait, liés aux paradis fiscaux. En fait, vous dites en tant qu'économiste de l'Istiqlal que c'est une sorte de pression exercée sur le Maroc. Pourquoi font-ils ça? C'est-à-dire, en fait, mais est-ce qu'ils ont raison de faire ça, selon vous, en tant qu'économiste? Écoutez, encore une fois, c'est une affaire de lecture des textes. Et nous, ce que nous déplorons deux choses. La première, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est que ce que l'Union européenne essaie d'appliquer au Maroc, qui, par ailleurs, est considéré comme un partenaire stratégique de l'Union européenne sur un ensemble de dossiers très, très sensibles par rapport à l'Union et par rapport au Maroc. Donc, ce qui est appliqué et qu'on essaie d'appliquer au Maroc n'est pas appliqué à certains pays européens, y compris au sein même de l'Union. Hein. Vous parlez de quel pays, par exemple? Je peux citer, par exemple, l'Irlande. Hein, donc, je peux citer le Luxembourg, donc, qui sont connus notoirement pour être des paradis fiscaux réels. Le Maroc n'est pas un paradis fiscal. Le Maroc et de toute façon, le Maroc a souscrit à l'accord des échanges internationaux de données. Et donc, et le problème ne se pose pas à ce niveau. Donc, et en plus, tout récemment, le Maroc a concédé
le fait de réduire l'avantage fiscal accordé au niveau des accords de libre-échange, des zones de libre-échange et au niveau des zones franches, et bien sûr au niveau de Casa Finance City et de l'export en général. Donc on a augmenté. Nous, en tant qu'alliance des économistes istiqlaliens, on était contre cette acceptation, hein, parce que nous considérons que vous dites que c'est une atteinte à la souveraineté fiscale en fait du Maroc. Voilà, c'est économique venir peut-être. Et dire au Maroc non, il faut augmenter les impôts parce que c'est un élément de compétitivité qui est utilisé par d'autres pays européens. Alors qu'au niveau, dans le stricto sensus de ce qu'on peut appeler un paradis fiscal, nous ne sommes pas un pays qui accueille des capitaux n'importe comment. Et dans concernant en fait cette réforme fiscale, en fait, qui est l'objet de cette pression exercée par l'Union européenne sur le Maroc, vous faites le lien avec le fléau migratoire. Expliquez-nous. Le lien est un lien de développement. Lorsque nous avons cette conviction, nous sommes de vrais partenaires stratégiques de l'Union européenne sur plusieurs plans. Je ne peux pas, quand je suis un partenaire stratégique, je ne viens pas examiner sur un aspect. Lorsque vous me parlez du déficit commercial, je vous ai dit, on regarde la balance des paiements. C'est ça le regard stratégique d'un partenaire. Donc, si vous me rendez plus faible en termes d'attraction d'investissement, en termes d'export, je crée moins d'emplois. Je ne vais pas améliorer les conditions de vie de mes citoyens. Et donc, je ne serai pas une bonne digue contre l'immigration vers l'Europe. Bien au contraire, je peux même être encore plus émetteur de migrants vers l'Europe. Donc, si on travaille en commun, il faut travailler dans l'intérêt, dans un partenariat mutuellement avantageux pour les deux parties. Voilà, je passe à un autre sujet, en fait, celui de la privatisation. Vous fustigez la politique de privatisation, pourquoi ? On n'a pas fustigé la politique de privatisation. Non, on a été dans le communiqué que nous avions publié, c'était pour attirer l'attention du gouvernement sur la cession d'entreprises stratégiques pour le pays. Donc, et quand je dis cession, c'est-à-dire ne plus avoir le droit de piloter, de gérer, de prendre des décisions stratégiques dans ces entreprises. Et on l'a dit à l'occasion de la cession partielle d'une partie du capital de Maroc Télécom, mais c'était l'occasion. Mais on a cité deux exemples particuliers, et pour lesquels le Maroc, je peux vous en citer d'autres. Mais en faisant ça, vous tombez dans une sorte de contradiction, en fait. Non, je vais vous expliquer. Alors, on rappelle juste Rachid Filali, qui est ministre chargé de la privatisation, il y a quelques années dans le gouvernement Yousfi, qui est istiqlalien. Yousfi, non ? Dans le gouvernement, il y a quelques années, en tout cas, c'est lui. Filali, voilà, c'est lui qui a mené cette privatisation et qui a été jusqu'à se débarrasser, je parle de l'État marocain, d'entreprises stratégiques. C'est une sorte de contradiction. Non. Expliquez-nous. La privatisation, c'est une ouverture de capital d'entreprises publiques au privé. Pourquoi ? Pour rechercher plus d'efficience, plus de rendement et avoir des ressources financières. Maintenant, dans ce contexte, dans cet objectif, il ne faut pas oublier un objectif ou une contrainte. C'est ne pas perdre, comme vous avez dit tout à l'heure, les bijoux de la famille. C'est-à-dire, vous avez une entreprise comme une entreprise maritime, par exemple, qui a été privatisée, qu'on a complètement perdue. Vous parlez de la Comanaf ? Je parle de la Comanaf. Vous avez une raffinerie également qui a été privatisée, qu'on a complètement perdue. Aujourd'hui, nous n'avons pas de pavillon national pour tout ce qui est transport maritime, alors que nous avons 3600 km de côte et nous sommes un pays exportateur important. Nous n'avons plus de raffinerie stratégique et donc pas de stockage. On a réduit nos capacités de stockage et on a complètement plus de capacité de raffinage. Donc c'est ça ce que nous voulions dire, c'est-à-dire attention, dans le process de cession des entreprises publiques au privé, faites attention à tout ce qui est stratégique, à ce qui est déterminant pour la souveraineté économique du pays, donc, notamment pour des secteurs très sensibles, comme le transport maritime ou comme Il nous reste une minute et je rappelle que vous êtes un ancien ministre délégué chargé des Marocains résidant
à l'étranger. Il y a quelques jours, Chakib Ben Moussa, qui est le président de la commission sur le modèle de développement, est allé à la rencontre des Marocains de l'étranger, en France, à Paris. Quel rôle, comment la commission doit-elle appréhender en fait cette question des MRE au Maroc, selon vous? Écoutez, 5 millions et quelques de Marocains à l'étranger, c'est presque 15% de la population résidente au Maroc. Vous mettez 15% de quelque chose dans quelque chose, ça change. Hein. Et en plus, il y a près d'1 million de compétences de Marocains à l'étranger, entre hauts diplômés et grandes expériences. Ces citoyens marocains peuvent apporter beaucoup de choses au développement du Maroc. Ça a été le cas de beaucoup de pays qui ont compté sur leur diaspora pour se développer. Il faut commencer par quoi? Écoutez, par exemple, nous avons de nouveaux secteurs qui s'installent au Maroc, hein, dans les nouvelles technologies, je dirais même dans la santé, dans tout ce qui est intelligence artificielle, et nous avons des sommités marocaines dans les nouvelles énergies, des sommités marocaines qui sont installées à l'étranger et qui peuvent donc apporter leur know-how à nos écosystèmes qui se mettent en place et à accélérer donc la mise en œuvre de ces écosystèmes et le développement du pays par la même occasion. Voilà, développement du pays. On finit sur cette phrase. Abdeltif Mazouz, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.